On va commencer par cette conférence de presse qui a été donnée hier soir à Jérusalem par le Premier ministre israélien. Conférence de presse très attendue. Oui, en effet, c'était une sorte de discours de clarification après des mois de guerre et surtout au lendemain du retour de tous les otages israéliens vivants ou décédés. Le chef du gouvernement a d'abord parlé d'un moment difficile, mais aussi d'un accomplissement moral pour Israël. Il a bien sûr aussi rendu hommage aux familles des otages et aux soldats tombés sur le terrain, soulignant la résilience de la société israélienne face à l'épreuve. Et puis un hommage particulier a été rendu à Ran Gvili, présenté comme un héros, tombé au combat après avoir affronté les terroristes jusqu'à sa dernière balle. Ils l'ont assassiné, mais ils n'ont pas vaincu son esprit, a déclaré Benjamin Netanyahu, évoquant une génération d'héroïsme et de victoire. Et puis, concernant le Hamas et la reconstruction de Gaza, le Premier ministre a été très clair. Oui, selon lui, il n'y aura pas de reconstruction de Gaza tant que la bande de Gaza ne sera pas totalement démilitarisée. Le désarmement du Hamas est présenté comme une condition préalable incontournable à toute aide internationale et à tout projet de reconstruction. Et sur le plan sécuritaire, le Premier ministre a également adressé un message très ferme à l'Iran. Il a prévenu que toute attaque contre Israël entraînerait une réponse sévère d'une ampleur sans précédent. Ce matin, une nation entière rendra par ailleurs un dernier hommage à Ran Gvili, dont le corps a été ramené en Israël. Oui, la cérémonie funéraire se tiendra ce matin dans la localité de Métar, dans le sud du pays. C'est là où Ran et sa famille résident. Le convoi funéraire quittera ce matin le camp de Shura, près de Ramla, et en direction donc de Métar, escorté par un important dispositif policier. Puis lors de la cérémonie d'hommage, des discours seront notamment prononcés par le président de l'État Yitzhak Herzog et par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. La police annonce d'importantes perturbations de circulation dans la région, une cérémonie d'humiliation qui se déroulera ensuite dans un cadre restreint sans présence des médias. Et puis en Judée et en Samarie, nouvelle opération de Tsahal pour démanteler des réseaux terroristes. Et l'armée israélienne annonce l'arrestation de 11 suspects lors d'une intervention menée par l'unité d'élite d'Uvdevan, en coordination avec le Shin Bet. Parmi les personnes interpellées, 4 trafiquants d'armes actifs dans plusieurs villages relevant de la brigade de Judée. Donc, et sur place, les forces de sécurité ont aussi saisi des pistolets, des munitions, des cocktails Molotov, mais aussi des marchandises de contrebande. Cette opération s'inscrit dans les actions régulières de Tsahal pour démanteler les réseaux armés et empêcher les attaques et surtout renforcer la sécurité en Judée et en Samarie. Et au sud Liban, Israël continue, Olivier, d'éliminer des terroristes du Hezbollah. Avec une attaque de Tsahal qui a eu lieu lundi, c'est ce qu'a annoncé en tout cas le porte-parole de l'armée israélienne hier. Les terroristes opéraient à l'intérieur d'un site souterrain utilisé pour réhabiliter une infrastructure clandestine de l'organisation islamique, activité jugée particulièrement grave, et l'armée israélienne estime que ces actions constituent une violation directe des accords de cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Précise que ce site représentait une menace immédiate pour la sécurité d'Israël. Une page politique, la loi sur le service militaire pour les orthodoxes franchit une étape importante à la Knesset. Et avec Boaz Bismuth, le président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense, qui annonce que l'examen du texte est maintenant terminé en commission. Tous les articles ont été débattus et le projet se rapproche désormais prochaine lecture et d'un vote décisif pour Bismuth. Il s'agit d'un tournant après des années d'impasse politique. L'objectif affiché est clair, renforcer Tsahal et établir un nouveau cadre de recrutement selon donc Boaz Bismuth. Mais cette loi est loin de faire l'unanimité et les discussions avec les partis ultra-orthodoxes se poursuivent et le texte continue aussi bien entendu de diviser au sein de la coalition. Et puis enfin, on termine par un geste émouvant et hautement symbolique. Oui, fort moment d'émotion hier après-midi sur la place des Otages à Tel Aviv. Le chronomètre installé depuis le 7 octobre 2023 a été arrêté. Il va afficher 843 jours et 12 heures de captivité. Un geste lourd de sens après, bien sûr, le retour du dernier otage israélien Ran Gvili. Et pour la première fois depuis plus de 2 ans, le décompte a donc été arrêté.
De Shtisel à Unorthodox, en passant par Diamant Brut ou Firedance, les séries sur les juifs orthodoxes cartonnent dans le monde. Mais ce succès intrigue. Qu'est-ce qui fascine dans ces productions qui ne cochent aucune case? Zéro action, zéro violence, zéro glamour, zéro sexe. Il y a d'abord l'attrait visuel. Des personnages en habits du 19e siècle, au cœur de métropoles modernes, ces costumes noirs, ces papillotes, ces perruques et ces châles de prière, des images à l'esthétique unique. Ensuite, ces fictions lèvent le voile sur une société secrète qui cultive la séparation d'avec le monde extérieur. Le spectateur a l'impression de regarder par le trou de la serrure, d'espionner un monde qui ne veut pas être vu. Une véritable immersion dans un univers parallèle entièrement codifié, dont chaque aspect, nourriture, vêtements, travail, sexualité et loisirs, est régi par des règles strictes. Pour le spectateur, biberonné au choix individuel et à la liberté sans limite, c'est une découverte aussi fascinante qu'effrayante. Et puis, dans nos sociétés hyper connectées, il y a quelque chose d'ironiquement désirable dans ce refus d'Internet, de la télévision et des smartphones. Est-il possible d'être heureux sans tout ça? Y a-t-il de la sagesse dans ce refus ou de l'aliénation? Mais surtout, dans un paysage télévisuel saturé de récits rocambolesques, de violences ou d'effets spéciaux, ces histoires offrent quelque chose de rare, la vérité. Elles touchent à l'essence même de l'humanité. En les regardant, on oublie les différences et on comprend vite qu'on est face aux mêmes problèmes, aux mêmes émotions et aux mêmes dilemmes. L'amour, la famille, l'identité, la quête de sens et d'accomplissement. Dans un monde où tout va trop vite, ces fictions nous obligent à ralentir, à observer, à réfléchir. Ce sont des drames universels qui se déroulent sous nos yeux, juste habillés différemment. Et c'est peut-être ça, la leçon ultime. On croit regarder l'autre, mais on se regarde soi-même. Olivier, Ran Gvili, dont la dépouille a été ramenée hier en Israël, fait ce matin encore la une des quotidiens israéliens. Avec un témoignage bouleversant autour du retour de Ran Gvili, le dernier otage donc retrouvé à Gaza, qui est publié ce matin dans le Yediot Ahronot. Son ami proche, Guy Elkabetz, réserviste du génie, raconte comment il a tenu une promesse faite le 7 octobre, tout faire pour que Ran rentre à la maison. Après 6 périodes de réserve et près de 350 jours de service, Guy a participé à l'opération qui a permis de localiser la dépouille de son ami. Il se souvient de ce moment précis. À la radio, j'ai entendu, on a des éléments confirmés. Ran a été retrouvé. Un mélange de soulagement et de déchirement. J'ai compris qu'il rentrait, pas comme je l'avais connu. Guy parle de fierté plus fort que de la douleur, de l'honneur d'avoir tenu parole et d'un ami qui, dit-il, l'accompagnera toute sa vie. Et la presse israélienne ce matin, Olivier, évoque un moment chargé d'émotions hier à Tel Aviv. Le moment où le chronomètre de la place des otages s'est arrêté après 843 jours et 12 heures très exactement. La fin d'un compte à rebours devenu symbole national. Le Israël Hayom revient en détail sur ce moment symbolique et émouvant. Sur la place d'anciens otages sont retrouvés des embrassades, des mots murmurés, des visages marqués, mais tous debout et là, présents. Pour beaucoup, ce n'était pas une célébration, mais la clôture d'un chapitre douloureux, un mélange de soulagement et de tristesse. Parmi les prises de parole hier à Tel Aviv, celle de Shira Gvili, qui enterre aujourd'hui son frère Ran, dernier otage rapatrié. Elle a parlé de gratitude, mais aussi d'un long chemin de guérison encore à venir. Après le retour du dernier otage, donc la question de l'avenir de la bande de Gaza, largement évoquée par les quotidiens israéliens ce matin. Et c'est Elishiva Ben Kimon dans le Yediot Ahronot qui met en garde contre ce qu'il appelle l'illusion du calme et le mythe de la démilitarisation. Selon cette analyse, la planification actuelle autour de Gaza ressemble moins à une stratégie sécuritaire solide qu'à une recherche artificielle de tranquillité. Or, rappelle l'auteur, chaque période de calme accordée aux organisations terroristes s'est toujours traduite
par un renforcement de leurs capacités. Le spécialiste militaire salue le soutien du président Trump, notamment pour le retour des otages, mais avertit ce qui sert les intérêts américains ne coïncide pas toujours avec les besoins sécuritaires d'Israël. Conclusion sans détour, sans contrôle sécuritaire réel sur Gaza, toute promesse de paix risque de préparer la prochaine confrontation. Et malgré les accords et le retour du dernier otage, Israël ne se presse pas à rouvrir le point de passage entre Gaza et l'Égypte. Et c'est la chaîne E24 News qui révèle que les préparatifs sont toujours en cours, notamment pour les postes de contrôle et les inspections. Officiellement, Jérusalem affirme que la responsabilité de la sécurité restera israélienne et que les détails restent à régler avant une réouverture complète. Pour l'instant, le passage n'est ouvert qu'aux civils gazaouis et l'entrée des journalistes étrangers n'est pas encore autorisée, une question qui se débat devant la justice actuellement. Et ce retard intervient alors que la communauté internationale, y compris des envoyés américains, pousse pour passer à la seconde phase du cessez-le-feu. Le reste de l'actualité, ce matin, les médias israéliens parlent d'un changement stratégique majeur dans le nord, un tournant qui inquiète de plus en plus les spécialistes militaires. Et selon une analyse du Yediot Ahronot, le retrait progressif des États-Unis de Syrie est en train de modifier l'équilibre régional. Ce désengagement crée un vide sécuritaire, un vide que la Turquie de Erdogan cherche désormais à combler en renforçant sa présence politique et militaire dans la région. À Jérusalem, les responsables de la sécurité s'alarment. Ce changement pourrait réduire la liberté d'action d'Israël, notamment face aux implantations iraniennes en Syrie. Et puis, autre sujet de préoccupation, l'influence croissante de la Turquie, oui, mais aussi du Qatar auprès de Washington. Un nouveau jeu d'alliance qui se dessine et qui est susceptible de peser sur les équilibres actuels. Et les médias israéliens évoquent, Olivier, aussi ce matin les conséquences psychologiques de la guerre. Et le Israélien nous apprend que selon les dernières données du ministère de la Santé, le nombre de personnes prises en charge en santé mentale a augmenté de 30% en 3 ans. Le nombre des consultations a lui explosé. Plus de 3,5 millions de contacts thérapeutiques ont été recensés en 2025, une hausse de plus de 40% par rapport à 2022. Et les autorités sanitaires soulignent toutefois que ces chiffres ne reflètent pas l'ensemble des besoins. De nombreuses personnes encore en souffrance n'ont pas encore accès à un suivi. Les responsables se veulent donc prudents et si la société israélienne fait preuve de résilience, un nouveau pic de détresse pourrait encore apparaître dans la période d'après-guerre. Sur la scène politique israélienne, à présent, le débat autour du projet de loi sur le service militaire pour les orthodoxes est en pleine accélération visiblement. C'est Boaz Bismuth, le président de la commission, qui est chargé de ce texte, qui a annoncé que tous les articles ont été lus et débattus et que la commission se prépare donc à voter la loi en 2e et 3e lecture. C'est ce qu'annonce ce matin le Ma'ariv. Ce projet vise à renforcer le cadre du recrutement, notamment autour des exemptions et des obligations de service pour différentes catégories de la société, dont la société est orthodoxe. À Jérusalem, on parle d'un texte qui pourrait renforcer ça et répondre à une pression sociale de longue date, mais plusieurs membres de la coalition restent réticents et s'opposent à certains points de ce projet. La suite, nous dit la chaîne E24 News, se joue à la Knesset, puis potentiellement et sûrement aussi devant la Cour suprême, ce qui fait de ce dossier l'un des grands enjeux politiques et sécuritaires de l'agenda national. Et puis on termine cette revue de presse par une belle note de fierté. C'est le Yediot Ahronot qui rapporte ce moment de fierté bleu-blanc. À seulement 16 ans, Lia Shilo, lycéenne de Yehoud, a remporté la médaille d'or au championnat d'Europe de Jiu-Jitsu organisé au Portugal. Un moment fort pour cette jeune sportive qui raconte l'émotion de monter sur le podium et de faire retentir l'hymne israélien. Ces derniers mois, Lia a enchaîné les succès avec 3 médailles d'or internationales en à peine donc 3 mois, mais la championne ne brille pas seulement sur les tatamis. Elle poursuit ses études avec excellence, prépare ses examens du baccalauréat et réussit à concilier sport de haut niveau, école et vie sociale. Une belle fierté israélienne.